Je suis débordé, je ne vais pas pouvoir sortir la tête de l'eau, je vais faire un burn-out. Vous avez très certainement entendu déjà ces phrases dans la bouche de différentes personnes, peut-être vous-même très certainement, que ce soit des responsables publics, mais également tous ceux qui sont dans des activités très prenantes, qu'elles soient professionnelles, associatives, parfois même personnelles. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs pistes pour gérer de façon la plus optimum possible votre temps et pour que votre emploi du temps ne soit plus un problème pour vous. Vous avez été nombreux à nous poser des questions puisque le principe de ces conférences, c'est qu'au moment de votre inscription, vous pouvez poser les questions auxquelles vous aimeriez qu'on vous réponde. Nous avons fait une synthèse des questions qui nous ont été présentées et je vais maintenant vous répondre aux principales d'entre elles. À tout de suite. Comment classer ses priorités, comment ordonner ses actions et puis sur quels critères? C'est une des principales questions que vous avez posées en préparant cette conférence. Alors en effet, le premier problème des priorités, c'est que tout est prioritaire. Et forcément, eh bien, pour arriver à ordonner l'ensemble des actions qui sont toutes prioritaires, eh bien, c'est particulièrement difficile. Alors on met en place ce qu'on appelle à ce moment-là des critères pour évaluer ce qui peut apparaître comme plus ou moins prioritaire. Et alors forcément, les critères sont différents en fonction des personnes et même certaines fois en fonction du temps. C'est-à-dire qu'une action ou un besoin qui se voulait prioritaire ou qui se veut prioritaire à l'instant T, eh bien, va l'être peut-être différemment dans 10 minutes et encore plus différemment dans un jour ou deux. Donc tout ça pose la difficulté de la gestion de ces priorités. Et donc dans cette conférence, je vais pouvoir vous donner quelques pistes pour pouvoir faire face à cette gestion complexe des priorités. Alors, la première des choses qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à partir du moment où vous avez une liste de 5 priorités ou 5 actions à gérer, eh bien, vous tombez dans un travers qui est celui du feeling. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez gérer l'ordre de vos priorités par rapport à des considérations qui ne sont pas des considérations opérationnelles, qui ne sont pas des considérations d'efficacité, qui sont en fait des considérations émotionnelles. Vous allez avoir des actions qui vont vous sembler à vous plus prioritaires que d'autres, peut-être même certaines fois parce que vous avez plus envie de traiter un sujet avant un autre, et à partir du moment où vous commencez à avoir une liste assez conséquente d'actions à mener, eh bien, ou de priorités à fixer, eh bien, se pose forcément la question de leur organisation de façon rationnelle. Alors, à cela, je vais vous donner une astuce qui est une astuce qui a été, qui est un peu une légende puisqu'elle a été mise en place. On l'appelle la matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce militaire américain qui a en quelque sorte donné sa méthode pour organiser ses priorités et gérer bien évidemment l'ensemble des actions qu'il avait à mener. En fait, la classification de cette matrice, elle repose sur deux critères essentiels qui sont 1, l'urgence et qui sont 2, l'importance ou l'inverse. La question, c'est de fixer à chacune des actions que vous avez à mener, à chacun des points ou des priorités que vous avez sur votre liste, eh bien un critère d'urgence, vous dites si c'est urgent ou si ça ne l'est pas, et un critère d'importance, vous dites si c'est important ou si ça ne l'est pas. Et ces deux critères-là combinés va vous faire 4 groupes. Vous allez avoir le groupe bien évidemment de ce qui est urgent et important à la fois, et puis ensuite en descendant vous allez avoir ce qui est urgent et moins important pour passer à ce qui est important mais
urgent, et puis ce qui est ni urgent ni important. Et cette classification va déjà vous permettre de vous poser la question: pour chacune des actions que vous avez à accomplir ou chacune des priorités que vous avez à ordonner, eh bien, quelles sont finalement, quand on y pense de façon opérationnelle, l'urgence de chacune d'entre elles et l'importance de chacune d'entre elles. Ça vous fait sortir de la dimension émotionnelle, c'est-à-dire de l'appréciation que vous pourriez avoir de façon personnelle. Et cette classification va vous donner une liste. Vous allez avoir un premier groupe de ce qui est urgent et important, et ça, c'est le groupe sur lequel vous devrez travailler. Ça va réduire votre liste conséquente à des blocs beaucoup plus petits. Et le premier d'entre eux, donc l'urgence et l'importance, eh bien, va être celui à traiter en premier, que vous pouvez réorganiser suivant les mêmes critères, de façon à scinder et organiser les différentes actions. Alors, cette méthode, eh bien, je vous invite à l'appliquer dans votre quotidien. Essayez d'imaginer dans le fonctionnement d'une mairie différentes situations, par exemple, une coupure d'eau qui prive tout un quartier d'eau potable. Voilà, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important? Comment est-ce que vous classifiez ça dans votre liste des actions à entreprendre? Une panne d'électricité qui prive d'éclairage public toute une rue pendant plusieurs soirs. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? La réception d'un courrier du tribunal administratif qui vous annonce un recours contre une décision administrative, est-ce que c'est urgent et important? L'urgence dans ce genre d'affaires, on sait que c'est tout relatif, puisque c'est des affaires qui sont jugées sur des laps de temps relativement importants. L'importance, en revanche, elle mérite d'être appréciée. Imaginez la situation d'un adjoint qui se trouve d'être indisponible au moment où il devait célébrer un mariage. Est-ce que c'est urgent et important? Et comment est-ce qu'on classifie cela dans les différentes priorités à gérer? Voilà, faites ce petit exercice et vous allez voir tout de suite que la liste importante des priorités que vous aviez à classifier et des actions que vous aviez à accomplir, eh bien, va s'éclaircir de façon rationnelle en mettant l'ensemble de ces priorités dans un ordre tout à fait cohérent. Alors, on nous demande comment lutter contre la perte de temps en réunion. Bah oui, forcément, les réunions, bien souvent qui s'éternisent, on ne sait plus ce qui a été décidé une fois qu'elles sont terminées, et on ne parle que de problèmes sans jamais véritablement aborder les solutions. Ce sont des grands classiques que l'on retrouve dans beaucoup de situations. Alors, je vais vous donner quelques pistes, quelques techniques pour calmer votre réunionnite aiguë. Alors, il faut bien voir que les réunions peuvent très vite être des nids à problèmes. Le premier d'entre eux, c'est lorsque vous organisez plusieurs réunions sur un même sujet avec des personnes différentes. Rien de tel pour que la deuxième réunion dise le contraire de la première et qu'on se retrouve au bout d'un certain nombre de réunions à ne plus savoir ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit. Le deuxième sujet, ce sont les réunions qui deviennent des tribunes, c'est-à-dire en fait, elles ne servent pas véritablement à discuter des sujets qui ont été prévus, mais aux uns et aux autres à faire valoir leur argumentation, à faire remonter leur point de vue et même certaines fois à exister en quelque sorte, c'est-à-dire montrer qu'ils ont sur les différents sujets des choses à dire, mais sans forcément développer les objectifs qui ont été ceux prévus des réunions. L'autre problème, c'est que bien souvent les réunions sont organisées, au mieux elles ont un ordre du jour, mais on ne fixe pas le temps que l'on devra consacrer à chacun des sujets. Résultat, eh bien, les premiers points inscrits à l'ordre du jour sont favorisés, on y consacre du temps, et lorsque l'on arrive sur la fin de la réunion, que l'on a passé 2 heures à discuter des différents sujets, eh bien, les derniers sont traités à la va-vite, on y consacre peu de temps, en tout cas, pas forcément le temps qu'il nécessiterait. On continue dans la liste des problèmes que posent les réunions.
C'est l'équation simple, très répandue en France, d'un problème, une réunion. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on est face à une difficulté, on imagine que la réunion est un espèce de remède miracle et qu'il suffit d'organiser une réunion pour que les solutions apparaissent. Eh bien, voici ma checklist pour que vos réunions soient réussies. Le premier point, c'est que les réunions ne doivent pas être organisées à toutes les sauces. Dites-vous, avant d'organiser une réunion, quel sera son objectif. Si l'objectif c'est de discuter, c'est de développer, c'est très bien, mais ça n'est pas optimum. Deuxième point, vous gagnez à ce que les réunions soient planifiées à l'avance. Moi-même, j'organisais les réunions de mon conseil municipal un an à l'avance, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je donnais la liste des dates auxquelles les conseils municipaux seraient convoqués. Ça permettait donc aux participants de pouvoir prévoir leur présence, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et ça permettait aussi à chacun de se mettre dans l'esprit de l'organisation de ces réunions, de se préparer à l'avance à ce que ces réunions soient organisées. Le troisième point, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un ordre du jour, et un ordre du jour classé suivant la méthode des urgences et des importances, avec le plus urgent et le plus important en premier, de façon à ce que vous puissiez consacrer du temps aux points les plus importants, les plus urgents, et que au fur et à mesure que vous avancez dans la réunion, que les participants se fatiguent, on aborde des sujets qui sont moins graves que les premiers. Troisième point important, c'est un relevé de décision. Il faut qu'à la fin de la réunion, vous ayez une liste des décisions qui ont été prises. Alors, ce sont des décisions ou des avis, mais que ce qui aura été conclu tienne en une phrase et que cette phrase soit communiquée à l'ensemble des personnes présentes. Parce que trop souvent, on ne sait plus à la fin d'une réunion ce qui a été dit, pas dit, ce qu'il vaudrait mieux faire ou ce qui serait nécessaire d'annuler. Donc, faites un relevé de décision, ça n'est pas un document qui est lourd, mais ça permet de figer les choses. Dernier point important, fixez un horaire de fin à vos réunions. Ça vous permet d'avoir une grille de répartition du temps consacré aux différents points inscrits à l'ordre du jour. Cette règle vous permet de ne pas dépasser dans le temps, de ne pas déraper dans le temps. Il faut partir du principe qu'arrivé à 2 heures, 2 heures et demie de réunion, les gens sont fatigués. On n'est pas dans la situation de lucidité et de vivacité d'esprit optimum pour pouvoir discuter des sujets. Donc fixez-vous à l'avance un horaire de fin et du temps consacré aux différents points. Alors tout ça, eh bien, s'appuie sur un postulat évident, c'est que les réunions doivent être tenues par quelqu'un qui les préside, quelqu'un qui les organise avant, qui en fixe l'ordre du jour, qui organise à l'avance le planning de ce qui sera discuté, et quelqu'un qui, pendant la tenue de la réunion, va organiser les débats, va présider la réunion de façon à donner la parole aux uns et aux autres et de faire en sorte que l'ensemble des points importants soient traités suivant une méthode claire qui vous donnera un maximum d'efficacité à vos réunions. Pour finir, je voudrais prendre un exemple pour illustrer tout ce qui vient d'être dit. Dans les mairies, nous organisons les réunions des conseils municipaux et vous savez donc que l'ensemble de ces réunions sont régies par des règles légales que vous retrouvez dans le Code général des collectivités territoriales, qui fait d'ailleurs suite à l'ancien Code des communes. La façon dont sont organisées les réunions de conseils municipaux sont donc très clairement fixées dans le code et vous pouvez voir que l'ensemble des points dont je vous ai parlé un peu plus haut, eh bien, sont également énumérés à leur manière, de façon administrative, dans le code des communes. Une réunion de conseil municipal se prévoit à l'avance avec un délai de convocation.
Les participants, bien évidemment, sont listés, sont les conseillers municipaux. Le lieu doit être fixé, il est même réglementaire. L'ordre du jour est une obligation. Le compte-rendu était aussi une obligation légale. Donc l'ensemble des points dont je viens de vous parler sont finalement des points de bon sens que la réglementation a déjà mis en place pour les réunions des conseils municipaux. Alors inspirez-vous de ce qui existe pour organiser au mieux vos réunions et en tirer le maximum d'efficacité. Autre point important que vous nous avez signalé, vous nous dites que la lecture des documents est chronophage. C'est vrai que quand on met bout à bout les courriers, les newsletters, les rapports, les comptes rendus de réunion, la presse et tous les documents qui nous arrivent et que nous devons lire, eh bien forcément ça nous fait une liste interminable de documents à consulter et le temps que nous allons y consacrer sera au détriment du reste. Alors partant de ce postulat, je vais maintenant vous donner une petite méthode qui va vous faire gagner 50% du temps sur la lecture de vos documents. Et 50% c'est un minimum, vous pourrez même gagner plus au fur et à mesure que vous serez exercé. Si vous voulez gagner du temps dans la lecture de vos documents, eh bien il faut partir d'un principe simple. Il ne faut pas que les documents que vous lisez s'imposent à vous. Il faut que ce soit vous qui décidiez de ce que ces documents vont vous apporter et de ce que vous allez y trouver. La première chose à faire, c'est que lorsque vous allez aborder le document, lisez son titre, lisez son objet, regardez son sommaire, parcourez les différentes pages, vous verrez où sont les illustrations, vous verrez quelles sont les phrases que l'auteur a voulu mettre en exergue. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir très rapidement comprendre quel est le but de ce document et quelle est la conclusion à laquelle il arrive. Vous pourrez ensuite vous projeter dans les différentes pages pour aller chercher la construction de la démonstration de l'auteur. Et vous pourrez ainsi, en quelques minutes, assimiler ce qu'un document a à vous dire et la conclusion vers laquelle il veut vous emmener. L'autre point, c'est que vous devez vous demander quelles sont les informations que vous souhaitez tirer de ce document. Quels sont les éléments qui, pour vous, sont importants. Et une fois que vous aurez défini cela, que vous aurez en tête la construction de l'ensemble du document, eh bien vous pourrez aller chercher les informations importantes pour vous, de la même façon que je l'ai mentionné tout à l'heure, en vous projetant aux différentes pages, dans les différents chapitres qui traitent des sujets qui vous intéressent. Alors cette méthode, eh bien, je vous invite à l'imaginer, à la transposer dans les différentes situations dans lesquelles vous êtes amené à lire des documents et même des fois des documents importants. Par exemple, lorsque vous êtes amené à recevoir le courrier ou à regarder un courrier important. Ben moi, par exemple, je vais directement à la dernière phrase. J'ai déjà compris ce que veut me dire ce document. En voyant qui vous a écrit et s'il y a un objet, vous savez tout de suite de quoi il s'agit et ce que l'on vous dit. Après, vous pouvez prendre connaissance du développement et de voir quel a été le cheminement de la personne qui vous a écrit pour en arriver à sa conclusion. Faites la même chose pour un rapport, par exemple. C'est vrai qu'on reçoit souvent des rapports assez volumineux qui vont dans le détail de beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre ce que ces rapports veulent nous communiquer, ce qu'ils veulent nous dire et ce qu'ils veulent que nous retenions. Ensuite, nous avons, nous, le libre arbitre pour décider et pour voir quelles sont les informations qui, elles, sont importantes, même si elles n'ont pas forcément été mises en valeur dans la présentation du document. Donc cette méthode vous permet pour tout ce qui est documents administratifs, documents professionnels, eh bien de pouvoir les assimiler très rapidement et d'en retenir l'essentiel. Une des questions qui revenait très souvent et que nous avons retenues, c'est la suivante: comment faire face aux multiples demandes qui nous arrivent de toutes parts? Et moi j'ai traduit ça
par comment faire face aux multiples interruptions que nous devons gérer au quotidien. Parce que le fond du problème, c'est ça. Vous avez des demandes qui vous arrivent à tout moment. Vous êtes sollicité et quel que soit le travail, la mission, l'action que vous êtes en train d'accomplir, eh bien, elle vient être interrompue par une sollicitation qui peut être plus importante, mais qui, en tout cas, vient perturber le travail que vous étiez en train d'accomplir, la réflexion dans laquelle vous étiez en train de construire une décision. Et tout ça, en fait, intervient à tout moment. Vous avez des interruptions qui se chevauchent même, à tel point que vous perdez un temps et une énergie très importante dans ce type de situation. Alors moi, je vais vous donner la règle d'or pour vous sortir de cette situation. La règle d'or, c'est que vous devez avoir une procédure. Alors, je ne vais pas reprendre la phrase de Lénine qui disait « les procédures ou la procédure est sœur jumelle de la liberté ». Mais il faut bien comprendre que organiser et gérer les différentes demandes, les différentes interruptions qui s'acheminent vers vous et qui vous sollicitent, eh bien, c'est la meilleure façon de pouvoir les gérer. Vous ne pouvez pas être, comme l'on dit couramment, au four et au moulin. Vous ne pouvez pas travailler sur un dossier et avoir une assistante ou une secrétaire qui vient vous dire ou vous demander ce que vous devez faire ou ce qui doit être fait pour tel et tel sujet. Vous ne pouvez pas avoir votre téléphone qui sonne à tout bout de champ alors que vous êtes en train de travailler sur un dossier complexe, sur des projets coûteux et sur des décisions qui vont avoir des conséquences significatives. Il faut donc que l'ensemble de cette activité suive une procédure simple, claire, connue de tous, mais qui aboutisse à un résultat efficient. Le problème des interruptions, c'est qu'elles sont néfastes au travail quotidien que vous devez accomplir en tant que décideur. Le premier inconvénient, c'est qu'une interruption est quelque chose d'imprévu. Et quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui génère du stress. Si vous aviez prévu, par exemple, de consacrer un après-midi à un sujet particulier ou à une activité particulière et que à tout moment vous avez des interruptions qui arrivent en vous apportant des problèmes de part et d'autre auxquels vous devez faire face, inévitablement le bel après-midi que vous aviez envisagé se retrouve perturbé, en tout cas complètement métamorphosé. L'autre difficulté, c'est que cette gestion des demandes par interruption va complètement fausser les priorités des sujets sur lesquels vous êtes amené à travailler. Si vous êtes sur un dossier très important et que l'on vient vous déranger pour une prise de décision complètement annexe, subalterne, sans conséquence, vous êtes en train, en fait, de consacrer du temps du sujet important pour un autre sujet ou une autre question qui, elle, l'est beaucoup moins. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous êtes, alors c'est arrivé à tout le monde, que l'on soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, les guichets que l'on peut avoir aux accueils de nos mairies, qui font à la fois guichet et réponse au téléphone. Eh bien, le nombre de fois où on se retrouve dans une situation où l'on discute avec l'agent au guichet et que le téléphone sonne et que l'agent prend la communication pour répondre à la personne, c'est typiquement une interruption qui vient fausser complètement l'organisation normale du travail et de la gestion de la collectivité. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, on donne une importance et une priorité à celui qui téléphone par rapport à celui qui finalement est venu au guichet sans considération que l'affaire de l'un ou l'affaire de l'autre est plus importante. Donc,
ça, c'est un deuxième cas de figure où les priorités sont complètement faussées. Et puis, le gros inconvénient de ces interruptions qui viennent perturber le quotidien, qui viennent perturber le travail de fond, c'est que vous perdez 80% de votre énergie et de votre temps de cette manière. En vérité, votre temps est limité, vous devez le consacrer à un certain nombre de sujets en fonction de priorités que vous devez fixer, vous, et ce sont finalement des événements extérieurs qui viennent vous perturber. Alors, la solution face à ça, eh bien, elle est relativement simple. Il faut que tout soit organisé et que toutes les interruptions et les demandes qu'on peut vous faire, eh bien, soient prévues. Il faut que lorsque une situation se produit, eh bien votre entourage sache la gérer et que l'on sache, par exemple, que l'on peut vous interroger à un moment particulier de la semaine, mais que quand vous êtes sur un dossier particulier, faut pas vous déranger. Il faut que l'on sache également que si l'on doit vous interroger, il vaut mieux le faire suivant votre convenance par écrit ou par téléphone ou verbalement à tel ou tel moment. Il faut que tout ça, ça soit codifié, ça soit organisé et ça soit en quelque sorte planifié. Il y a dans cette organisation différentes priorités à mettre en place et différents outils à mettre en œuvre. Tout cela, nous l'abordons dans des formations sur la gestion du temps, mais par exemple, lorsqu'une demande d'un certain type vous arrive, eh bien, il faut que quasi automatiquement, elle soit envoyée directement vers la personne la mieux compétente pour y répondre, que ce soit l'un de vos collaborateurs ou que ce soit l'un de vos collègues. Il faut également que lorsque une demande vous arrive, elle soit formalisée sous la forme qui vous arrange. Si c'est par exemple une demande d'administré qui est formalisée par téléphone et que vous traitez les demandes par écrit, eh bien il faut qu'il y ait un processus de transformation de cet appel téléphonique en email ou en note écrite. Il faut que l'ensemble des sollicitations qui peuvent vous parvenir soient tout simplement organisé de façon à ce que vous ne soyez pas sollicité à l'improviste à n'importe quel moment. Parce que le problème, c'est que si vous donnez l'habitude à votre entourage qu'il est possible de vous interrompre à tout moment et que l'on obtient de vous des réponses lorsque l'on vient vous déranger sur tel ou tel sujet à n'importe quel moment, eh bien inévitablement vous êtes en train de construire la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde va faire en sorte de vous solliciter de la manière la plus facile pour eux et de la manière dans laquelle vous les avez habitués à leur répondre. Alors pour finir, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que nous sommes, vous et moi, amenés à rencontrer au quotidien. Et la question qui se pose à nous, c'est comment gère-t-on ces situations? Par exemple, lorsque vous recevez un courrier, vous l'ouvrez dès que vous le recevez, au risque même de contrarier le reste de votre journée si c'est un courrier négatif et que vous allez cogiter pendant tout le reste de la journée à la réponse que vous allez lui apporter. Même chose pour les emails, nous recevons tous des emails. Il arrive couramment que nous consultions notre boîte email plusieurs fois par jour et peut-être même plusieurs fois par heure. Il arrive même d'ailleurs que nous répondions aux emails alors même que nous venons de les recevoir sans aucune réflexion, mais parce que nous sommes dans le feu de l'action et que ces messages ont provoqué une réaction d'émotion qui nous incite à y répondre tout de suite. Situation aussi très courante, les appels téléphoniques. On nous appelle et bien souvent on répond au moment où on nous appelle alors que nous étions peut-être sur des activités d'importance bien plus significative. D'ailleurs, lorsque les téléphones se sont développés en France et que les premiers logements en ont été équipés, bien souvent des logements bourgeois, eh bien la sonnerie sur les téléphones avait pour but donc d'alerter d'un appel et c'était les domestiques
qui venaient répondre au téléphone. Alors aujourd'hui, nous sommes un peu les domestiques qui répondons au téléphone à tout moment et on vient nous interroger sur des sujets divers et variés sans aucune considération de ce que nous étions en train de faire. Est-ce que l'on doit accepter cela et l'autoriser, ou est-ce que l'on doit tout simplement l'organiser de façon différente? Autre situation, c'est arrivé à tout le monde, on apparaît bien souvent comme un peu les super-héros et on vient nous solliciter à tout moment, on travaille sur un document et on vient nous interrompre en nous demandant comment se sortir d'une situation difficile et on nous sollicite un peu comme si nous étions les sauveurs, alors qu'en vérité tout ça c'est flatteur, mais sur le plan de l'efficacité, c'est contre-productif. Autre situation, les formats avec lesquels on vient nous solliciter sont pas du tout en rapport avec la complexité des dossiers. Par exemple, si l'on vient nous poser une question orale sur un dossier particulièrement complexe pour lequel il y a besoin d'avoir des considérations juridiques, techniques et des considérations qui peuvent être particulièrement pointues, on imagine mal comment est-ce que l'on peut être amené, nous, à apporter une réponse à une sollicitation verbale de cette manière, alors qu'en vérité, elle serait beaucoup plus opportune si elle avait été présentée de façon écrite ou de façon beaucoup plus construite. D'où l'intérêt, là encore, de fixer des règles, des procédures pour pouvoir être sollicité. Je vais vous donner pour finir 2-3 petites techniques qui peuvent être intéressantes. La première d'entre elles, c'est quand vous êtes sollicité, demandez toujours à la personne qui vous sollicite comment vous pouvez l'aider. Comment puis-je vous être utile? Comment puis-je vous aider? Parce que bien souvent, on vient vous solliciter, mais on vient vous présenter un problème et finalement, on vous demande pas de le régler. On vient simplement vous demander d'écouter. Voilà, et dernier point, lorsque vous êtes sollicité, ne donnez pas l'impression que vous voulez vous débarrasser des demandes qui vous sont exprimées. Ne donnez pas à vos interlocuteurs le sentiment que vous avez délégué et transféré la difficulté ou le sujet sur quelqu'un d'autre ou sur un autre service et que vous vous en êtes débarrassé. L'important, c'est que votre demandeur ait bien le sentiment que vous êtes toujours en prise sur le problème qu'il vous a présenté et qu'il y ait toujours une porte qui reste ouverte pour que, suivant la suite des événements, suivant le traitement qui va être apporté à sa demande, il puisse venir vous solliciter ou il puisse venir vous rendre compte de la situation et de comment elle a évolué. Si vous le transmettez à un service de votre administration ou à un exécutant d'une des missions, vous pouvez dire à votre interlocuteur, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici un mois, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me tenir informé. Tout ça, ce sont des petits jalons qui, lorsqu'ils sont mis en place, vont faciliter énormément votre gestion des problèmes et les difficultés qui sont présentées. Alors bien évidemment, dit comme ça peut apparaître comme une solution miracle. Ça se met en place avec une certaine, expérience, une certaine connaissance des procédures, de la psychologie également des différentes personnes. Mais c'est essentiel si, en tant que décideur, vous voulez que votre temps ne soit pas vampirisé par ces demandes et ces interruptions qui vous sollicitent au quotidien.